Bonsoir, nous allons continuer avec notre formation sur le logiciel SagePay. Alors aujourd'hui, nous allons voir les prérequis ou tout du moins essayer de faire un rappel sur le mécanisme de calcul des salaires au Cameroun. J'ai précisé à l'introduction que nous allons utiliser la législation sociale camerounaise. Néanmoins, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, vous pouvez tout du moins suivre la vidéo car le rappel que je ferai à l'introduction vous permettra de savoir exactement où nous allons. Alors, j'ai ici marqué ma progression pour essayer de voir si on a abordé tout ce qu'on a eu à présenter sur notre programme. Alors, nous allons essayer de comprendre le mécanisme de calcul des salaires. Donc, nous allons effleurer tout simplement ces mécanismes-là pour que même celui qui n'a pas, je pense aux étudiants qui n'ont pas exercé ou même des professionnels parce que d'habitude ils trouvent une base de paye déjà configurée, paramétrée et puis ils continuent dans la même lancée. Donc ils pourront faire par exemple un audit pour essayer de voir si les paramétrages sont corrects ou pas. Donc je me sens en fait dans la pédagogie obligé de faire ce petit rappel-là. Alors, le salaire, c'est rémunère le facteur travail. Donc, nous allons voir cela. Nous allons essayer de voir les composants du salaire. Nous allons aussi voir les retenues sur salaire et les conséquences pour l'employeur et pour l'employé. Alors, en introduction, la relation entre l'employeur et l'employé est régie par des textes. Nous avons par exemple la loi 92 007 du 14 août 1992 portant code du travail camerounais. Nous avons, bon là on ne peut pas citer de façon exhaustive, mais nous avons des décrets, nous avons les arrêtés, nous avons des circulaires, nous avons des ordonnances, d'autres ordonnances qui en modifient d'autres. Nous avons plein de textes et de lois qui complètent le code du travail. Donc, pour mieux maîtriser la législation sociale camerounaise, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de recherche parce qu'il y a des ordonnances, par exemple, qui datent de 1977, je pense. Donc, il y en a tellement. Nous avons également les conventions collectives. Donc, pour des entreprises qui ont signé des conventions collectives, vous avez des conventions collectives. Donc, je pourrais peut-être en annexe de cette formation vous montrer par où est-ce que vous pouvez trouver ce texte de loi-là. Donc, si j'oublie, vous pouvez me rappeler cela dans les commentaires. Alors, le salaire comme rémunération du facteur travail. Il faut déjà situer les charges de l'entreprise. Nous avons les charges financières qui sont supportées pour la rémunération du capital mis à disposition. Je pense notamment à l'emprunt que l'entreprise fait au niveau de la banque ou bien à la mise à disposition du capital par les investisseurs. Donc, nous avons les charges financières, nous avons aussi les charges d'exploitation ou les services extérieurs. Ça, ce sont des dépenses courantes de fonctionnement telles que l'électricité, eau, loyer, transport et les rémunérations des tiers que l'entreprise supporte pour l'exercice de son activité. Vous avez en troisième position une autre catégorie de charges, celle qui nous intéresse le mieux, les charges de personnel. Donc, les charges de personnel, ce sont des sommes et avantages mis à la disposition du travailleur en contrepartie de sa prestation. Il faut rappeler que le travailleur, dans le sens du Code du travail, en fait, le Code du travail oui, le Code du travail précise que le travailleur devrait avoir un contrat de travail. Donc, il ne s'agit pas d'un contrat de prestation de service, auquel cas il s'agirait d'une rémunération d'un service extérieur. Donc, un travailleur, celui qui a un contrat de travail. Vous pouvez vous référer au Code du travail pour avoir la définition exacte d'un travailleur. Voici donc présenté les trois types de charges que l'entreprise supporte au quotidien pour l'exercice de son activité. Nous allons principalement nous concentrer sur les charges de personnel. Alors, concernant les charges de personnel, le salaire est composé d'un salaire de base qui est défini par la loi
et qui ne doit généralement pas être inférieur au SMIC, plus des salaires, des heures supplémentaires, plus des avantages en nature, plus des primes de gratification, des indemnités et d'autres éléments. Donc, la composition même du salaire, des sommes qu'on remet aux salariés, c'est ces quatre éléments-là. Donc, à ces éléments, on ne remet pas directement le salaire brut. À ces éléments, on retranche des retenues. Donc, c'est pourquoi il y a des retraitements à faire, par exemple, déterminer les bases cotisables, les bases taxables. Parlant des bases cotisables, il s'agit de la base qui permet de déterminer les cotisations qu'on reverse à des organismes sociaux tels que la CNPS et je parle des bases cotisables et des bases taxables. Voilà. Les bases taxables, ce sont les bases qui permettent le calcul des retenues fiscales ou bien parafiscales qu'on remet généralement aux organismes tels que le MINFI, le ministère des Finances ou le Crédit foncier. Bref, tout cela est regroupé, est remis et reversé, si vous voulez, au ministère des Finances. Alors, nous allons entrer plus en détail pour voir. Les charges de personnel, c'est le salaire brut et des charges patronales. Ça veut dire qu'une entreprise une entreprise pour un salarié supporte tous les éléments de salaire qu'on a vus, ce qui constitue le salaire brut, plus les charges patronales. Ça veut dire le fait de payer un salaire, cela engendre un autre coût qu'on appelle charge patronale pour l'employeur. Alors, à ce salaire brut-là, on retranche des retenues sociales et des retenues fiscales qu'on reverse à la DGI, c'est-à-dire aux impôts, ou à la CNPS. Donc, dans d'autres pays, ils peuvent avoir plusieurs organismes qui bénéficieront des retenues salariales. Je pense par exemple aux assurances aussi ou bien aux syndicats. Donc, il peut y avoir des retenues sur salaire qui peuvent être reversées aux syndicats ou aux assurances. Donc, principalement au Cameroun, nous avons deux organismes, la DGI, le MINFI à travers la DGI et la CNPS. Alors, à ces retenues sociales, on retranche, en fait, du salaire brut, on retranche les retenues sociales. On obtient le salaire net à payer qu'on reverse aux salariés. Alors, il est à noter également ici que les charges patronales également sont reversées à ces deux organismes-là. Donc, pour votre rappel, les retenues sociales, il y a des retenues sociales et fiscales qu'on opère sur le salaire et le patron également supporte les charges fiscales et sociales qu'il doit aussi obligatoirement reverser à ces deux organismes-là. Alors, si on prend un exemple, pour quelqu'un qui a 70 000 francs et qui bénéficie d'un salaire de base de 49 000, d'une indemnité de transport et d'une indemnité de logement, il peut subir des retenues de 4 341 francs qu'on va automatiquement reverser une partie à la DGI et une autre partie à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il aura un net à payer de 65 660 francs qu'il va reverser. Je parle de l'employeur qui reversera aux salariés. Le patron pourra supporter en tout, c'est-à-dire charges sociales et charges fiscales compris, 10 038 francs. C'est que j'ai besoin que tout le monde comprenne ici que le fait de dépenser 70 000 francs pour un salarié comme élément de salaire engendre un 10 038 francs de charges patronales, c'est-à-dire charges fiscales patronales et charges sociales patronales, ce qui donne une masse salariale de 80 038 francs. C'est-à-dire le fait de payer 70 000 francs engendre un autre 10 000 francs, ce qui donne 80 038 francs. Et pour tout travailleur ayant comme salaire brut de 70 000. Donc, ne vous attendez pas à dépenser uniquement 70 000 francs. Attendez-vous à dépenser encore des charges patronales fiscales et des charges patronales sociales. Alors, que constituent réellement les retenues salariales? Donc, les retenues salariales qu'on reverse à la DGI sont constituées de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Là, vous pouvez vous référer à la fiscalité.
car il y a 6 catégories de revenus, dont les salaires également sont imposables à l'IRPP pour les salaires supérieurs, autant pour moi à 62 000, je pense, à 62 000. Vous avez la taxe communale ou la taxe de développement local, vous avez le crédit foncier, vous avez la redevance audiovisuelle. Donc, je n'entrerai pas dans les détails de l'objet de ces taxes-là. Mais notez déjà que le salarié doit payer l'IRPP, la taxe communale, le crédit foncier et la redevance audiovisuelle sur le revenu qu'il perçoit. Parlant du revenu, je veux dire le brut, le montant brut qu'il perçoit, il doit subir des taxes sur ce brut-là. Alors, concernant les retenues sociales, il n'a à payer que la pension vieillesse, invalidité, décès. Donc, il a ici 4 impôts et une cotisation sociale. Donc, que supporte alors le patron? Donc, nous avons dit que le patron, pour un salaire de 70 000, supporte 10 000. C'est quoi exactement? Du point de vue des charges fiscales, il doit payer aussi une partie du crédit foncier. Il doit aussi payer le Fonds national de l'emploi. Bon, je vais essayer quand même pour votre culture générale de dire l'objet. L'objet du crédit foncier, par exemple, c'est pour permettre aux salariés d'avoir facilement accès au crédit logement. Le Fonds national de l'emploi, généralement, les employés doivent encourager les chômeurs aussi à trouver du travail. Donc, à travers le Fonds national de l'emploi, les retenus, les patrons financent, en fait, c'est les patrons qui financent le Fonds national de l'emploi à hauteur d'1,5% du salaire, je ne peux pas dire cotisable, je ne peux pas dire taxable parce qu'il y a une base de calcul du salaire cotisable. Il y a une ordonnance, je pense, qui précise les modalités de calcul. Nous allons y revenir plus en détail. Pour les charges sociales, nous avons la pension vieillesse, invalidité, décès que le patron supporte aussi. C'est 8,4, mais la moitié est supportée par le salarié et la moitié est supportée par le travailleur. Je rappelle bien qu'on est ici dans le cadre de salaire de la réglementation camerounaise. Il y a également l'allocation familiale qui dépendra du régime dans lequel l'entreprise se trouve. Généralement, le régime de base, le régime général, c'est 7%. 7% du salaire cotisable plafonné, je pense bien. Bref, nous allons y revenir dans les terminologies salaire cotisable plafonné et tout autre. Là, pour les étudiants, mais je pense que les professionnels comprendront ou bien comprennent de quoi je suis en train de parler. Et en dernier ressort, le patron supporte l'accident de travail et maladie professionnelle. Là, ça dépendra également du taux de risque dans lequel l'entreprise est classée. Donc, pour des entreprises à haut risque, ça peut aller dans les 5%. Je n'ai pas les taux exacts, c'est comme aussi ça peut changer. Mais je pense qu'il y a également un texte de loi qui régit cela. Donc, en gros, le patron supporte pour la partie fiscale le crédit foncier pour encourager l'accès au crédit logement, le Fonds national de l'emploi pour encourager la recherche d'emploi pour les chômeurs, la pension vieillesse, invalidité, décès, c'est-à-dire il aide son employeur, il aide son salarié à cotiser pour sa retraite. Il supporte également l'allocation, une partie de l'allocation familiale pour les salariés qui ont des enfants et l'accident de travail et maladie professionnelle qu'il supporte aussi pour son salarié. Donc là, c'est les retenues fiscales et sociales que supporte le patron. Alors, quelle est la conséquence pour un certain nombre de salaires? Donc, nous allons prendre un salaire, quelqu'un qui touche un salaire brut de 70 000, 50 000 et 100 000. Donc, vous voyez que quelqu'un qui touche un salaire de 70 000, si on essaye de jouer sur les éléments taxables et les éléments non taxables, on peut par exemple voir qu'il ne paye pas d'IRPP. Donc, il y a des gens qui essayent d'optimiser le calcul de leur salaire et nous aussi, on va essayer de faire cela. Essayer de mettre des rubriques qui ne sont pas taxables ou qui ne sont pas cotisables. Donc, je vais expliquer cela en détail, ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'il ne paye pas l'IRPP, il paye la taxe communale de 270 francs, le crédit foncier que j'abrège CF de 633 francs, la redevance audiovisuelle de 750, la pension vieillesse invalidité de 2688, ce qui lui fait un total de retenue de 5341. Le patron supporte 10 038 francs
Et comme on retranche 5341 francs sur son brut de 70 francs, le patron va donc le reverser 70 francs moins 70 000, je parle de 70 francs, de 70 000 francs moins 5341 francs, ce qui fait exactement 65 660 francs. Donc, vous avez également pour celui qui a 50 000, il a un total de retenue de 3 347 francs. 50 000 moins 3 347 francs, il va bénéficier de 46 000. Le patron va, en termes de charges patronales, supporter 7 000 francs. Donc, le fait de payer un salaire de 50 000 francs pour un patron engendre un coût de 7 000, ce qui fait un coût total de 57 207 francs. Donc, c'est un peu ça le mécanisme qu'il faut comprendre. C'est très subtil et dans la mesure où quelqu'un va se dire, eh, mais voilà, comment tu peux payer 50 000 francs et encore payer un surplus, mais c'est la réglementation et il faut comprendre ces subtilités-là. Donc, vous avez également le même schéma pour celui qui touche 100 000 francs. Je pense que nous sommes maintenant sur une même base de travail. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est juste que sur un salaire brut, sur des éléments bruts qu'un salarié perçoit, on détermine des impôts qu'il paye et puis on lui reverse le reste et que le patron supporte une partie aussi pour aider son employeur, soit pour la pension vieillesse, invalidité, décès, l'allocation familiale ou le risque professionnel. Donc, c'est un peu ça ici. Ou il aide à contribuer à des caisses telles que le Crédit foncier ou le Fonds national de l'emploi. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette autre vidéo. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.